Madame, salut, monsieur, bonsoir, bienvenue au débat de ce dimanche. Nous sommes au Cameroun et nous sommes en pleine élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le verdict a été rendu hier par le Cameroun. Le président de cette institution qui s'occupe de l'organisation des élections au Cameroun a donc rendu public la liste officielle des candidats 13 qui sont autorisés à participer à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain en attendant des éventuels recours, car il a mentionné que les recours sont attendus au Conseil constitutionnel en l'espace pratiquement de 48 heures. Alors, les réalités de cette proclamation faite hier au siège d'Election Cameroun, où il y avait pratiquement le quota politique, les représentants, les mandataires ou les mandants des partis politiques et notamment la presse nationale et internationale qui était là-bas, en grande partie a donné des réalités. On a découvert qu'en principe, Election ne peut dire que la loi ou le droit et qu'en réalité, s'il y a des recours, ceux qui justement ont vu leur candidature rejetée peuvent justement saisir le Conseil constitutionnel. Il y a donc lieu justement par rapport à cette proclamation de regarder de manière claire sur les 13 candidatures qui ont été retenues, de tirer les leçons, de voir les enseignements, de faire un décryptage, mais bien plus, il y a lieu aussi de regarder parmi les candidatures qui ont été rejetées, pourquoi celles-là ont été rejetées, car en réalité, il faut comprendre que parmi les 13 candidatures, les pointures de l'élection présidentielle de 2018 sont bel et bien présents. La grande pointure politique au Cameroun qui a été rejetée, exclue de cette partie, a pour nom Maurice Kamto. Mais on ne fera pas de fixation. On va examiner cela avec nos panélistes et nos consultants qui sont sur le plateau et qui sont en ligne de manière froide, de manière objective, mais aussi de manière pédagogique et éclairée. Bienvenue dans ce débat républicain. Je m'en vais d'abord à la régie pour prendre une transition et après la régie, nous allons suivre de la bouche du président d'Election Cameroun, Abraham Eno, la proclamation de ces candidats retenus pour l'élection présidentielle telle qu'elle a été faite hier en l'esplanade d'Election Cameroun à Yaoundé. Allons prendre cette transition. Retournons sur ce plateau. Rebonjour à tous. Bonjour au président directeur général, Dr Louis Sangou. Bonjour à vous tous qui nous adressaient des mots très très gentils, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique et dans le monde. C'est vrai, on ne fait pas dans le populisme, on fait justement dans la construction républicaine, dans la construction citoyenne et dans la pédagogie, dans la recherche en profondeur de l'information, de la culture en général. Alors, ça s'est passé hier à Election Cameroun. Nous y étions présents, nous avons été conviés, JMS était convié. On repart donc pour suivre cet extrait majeur, car l'instant majeur hier, c'est la parole prise par le président d'Election Cameroun, Abraham Eno Egbe, qui a justement donc rendu public la liste des 13 candidats retenus à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Vu la décision numéro 008 par l'ECAM par PCE du 14 juillet 2025 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission générale du Conseil électoral chargée de l'examen et de la validation des dossiers de candidature en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, vu le rapport des travaux de la Commission et après délibération, adopte à l'unanimité la résolution dont la teneur suit. Article 1. La présente résolution arrête et publie la liste des candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Article 2. Alinéa 1. 13 dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 remplissant les conditions requises par la loi sont acceptés. Article
2. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique, ainsi qu'il suit. Candidat numéro 1, Ateki Caxton, Parti de l'Alliance libérale, PAL. Bello Bouba Maïga, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Iya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bouga Abbé Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Chiroma, national du Cameroun, FNC. Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Pierre, Union de mouvements socialistes, UMS. Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation RN. Matouba Sèche Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PUS. Mouna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le président Patricia, épouse Ndambia, Union du Cameroun. C'était de la bouche du président du conseil électoral du Cameroun, Abraham Enoch Egbe. Alors, je vous reprends très rapidement seulement les noms, par ordre alphabétique, comme il venait de le dire. Bello Bouba Maïga, Bouga Abbé Jacques, Issa Chiruma, Yodi Ipan Samuel, Kono Libi Lenge Nge Matomba Espoir, Mouna Akere Tabe, Na Bangi, et enfin Tomano Erine Patricia et Ndamjia. Et cette liste est déjà pratiquement connue. C'est elle qui a été transmise donc au Conseil constitutionnel où les recours sont attendus en l'espace de 48 heures. Alors, place maintenant à nos panélistes. Je dois d'ailleurs les féliciter ici parce que dimanche dernier, on n'était pas loin de cette grille de ce qui est sorti là d'Election Cameroun, parce que dans un premier temps, vous avez établi le fait qu'il y a comme une dévalorisation de la fonction de l'État et qu'il y avait une pléthore de candidatures et que c'était pas une chose qui était normale. Dans un second temps, vous avez établi que une opposition qui ne peut pas une opposition qui ne peut pas faire front pour aller vers un candidat unique, ça ne peut pas tenir. Et nous nous trouvons dans ces cas de figure. Mais curieusement, on pourra voir les statistiques, parce que hier, Election a fait un travail très admirable, puisque les statistiques ont été représentées, nombre de femmes, nombre de candidats indépendants, nombre d'hommes, en rapport même avec 2018. Alors, on entre dans les leçons. Tout d'abord, en vous saluant les uns les autres. Bonjour, Dr Ben. Bonjour, Monsieur Hubert. Bonjour aux panélistes. Vous êtes sociopolitique. Effectivement, je pense que c'est toujours un plaisir de se retrouver ici pour parler des choses qui concernent justement la République et surtout de passer la bonne information et de faire du mieux qu'on peut les belles analyses possibles. Je pense qu'aujourd'hui, on le fera encore, on va se faire l'exercice en restant objectif et courtois dans nos propos et surtout. Docteur Nji Abana, Laure Nji Abana, il faut le dire. Vous êtes parapsychologue, mais vous êtes de la société civile parce que vous êtes président d'une association qui est d'ailleurs internationale. Vous êtes le président national au Cameroun. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour, monsieur Tondi, directeur général du secteur général de cette grande télévision. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont scotchés dans cette émission qui a le temps lorsque le 12 au Cameroun, qui s'appelle le débat républicain. Bonjour à mes co-panélistes, bonjour à toute ma famille qui sont scotchés en direct depuis les 10 régions du Cameroun. Bonjour aussi à tous les membres de
de notre organisation qui est le Cercle international pour le développement et la paix, en appui au gouvernement du continent africain. Nous œuvrons pour la paix et j'ose croire que nous allons essayer, comme d'habitude, de mettre le moulin ou bien de mettre quelque chose dans le moulin pour que le moulin soit bien écrasé et pour que nous ayons à la fin une bonne farine pour déguster nos choses. Merci à vous, docteur Lordi Abana. Nous avons ici, toujours comme d'habitude, Aimé Césaire Dambo. C'est un journaliste à la base, c'est un journaliste d'investigation, il faut le dire, parce que le plus souvent on parle d'investigation pour blaguer, mais quand un journaliste a parcouru certains dossiers phares et est allé jusqu'au fond, on peut le dire. Et vous parlez au nom du collectif Droit pour le peuple. Bonjour et bienvenue. Monsieur Télé, c'est moi qui vous dis merci. Merci. Et pour ajouter à ce que vous venez de dire, nous ne faisons pas dans la flagornerie, nous sommes quand même parmi quelques-uns qui disent des choses avec non seulement du vide, mais aussi de la véracité. Et chaque fois que je me suis averti à dire quelque chose, cette chose va tomber du ciel. Et cette chose et je peux le confirmer en disant que vous avez voulu dire sur ce plateau dimanche que la candidature de Edgar est en train d'aller au Conseil constitutionnel. On a vu ça se réaliser là. À Eleka. Ceci étant dit, je salue les co-discutants, les regardeurs sont de saluer, celui qui permet que nous puissions également être ici chaque dimanche. Le docteur Nissangou est également salué et que Dieu nous donne les capacités de faire en sorte que je suis encore une fois gonflé à bloc pour dire à nos télé-regardeurs ce qu'ils doivent écouter, surtout pour le bonheur et de cette panafricaine, mais aussi que nous devons être plus salués du rouge et du jaune pour amener en place des individus. Donc, du coup, aller s'agripper, s'accommoder sur un individu qui est éphémère et qui doit passer, je pense que nous devons être plus raisonnables en pensant qu'il y a de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de parler de l'avenir et du devenir du Cameroun. Merci, et c'est ce Cameroun qu'on va mettre au centre justement. Cette précision, elle est très bonne, elle est détaillée. Ils sont déjà 3 en ligne, il devrait être pratiquement 5 de ce côté. Le premier, c'est M. David Roger Bala, journaliste. Il est aussi responsable de la jeunesse, si je ne m'abuse, d'une grande association nationale, donc il est pratiquement la société civile. M. David Roger Bala, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert Etundi, bonjour au professeur Bana, le président du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain, à mon frère Aimé Césaire Dambo, bonjour également à mon co-panéliste, je vais partager le plateau la toute première fois avec lui, bonjour à vos millions de téléspectateurs de nous écouter, de nous regarder chaque dimanche dans le cadre du débat africain. Merci pour les amitiés renouvelées, Hubert Etundi. Non, c'est nous, la chaîne, qui vous remercie, surtout avec votre engagement et je crois avec votre dynamisme. Vous faites déjà partie de cette équipe-là qui, justement, veut aller dans la profondeur de cette communication, de ces informations de manière républicaine. Et lui, il a pour nom Amadou Tijani. Pardon. Il a pour nom Amadou Tijani. Il est notre représentant dans les régions du Nord, non, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Ouest. Amadou Tijani, good afternoon. Yes, good afternoon. Today, good afternoon to all the panelists out there in the studio. Good afternoon to all the viewers of GMS Africa Television. Welcome to this Sunday debate, which will be very, very interesting as far as the activities of the list of those candidates that will be part of the presidential election is concerned. And I salute the President Director General of GMS Africa Television, Dr. Luke Sangusono, who has been doing a very great job in order for
Afrique television to be growing day by day. Merci, vous êtes avec nous. On va de l'autre côté, on quitte le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest. On revient à Yaoundé. Lui, c'est Dr Linjom. Dr Linjom est écrivain, mais c'est aussi quelqu'un qui a un regard très averti sur les questions politiques. Docteur, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour monsieur Dolce. Très heureux d'être avec vous sur le plateau pour éplucher les questions brûlantes qui sont sur la table, notamment les élections à venir. Merci à vous. Et justement, vous avez vu la finale de l'articulation de notre thème. C'est-à-dire qu'en achevant cette émission, on voudrait poser la question, on va vers quelle élection? Surtout que nous sommes là, dans le contentieux préélectoral. On dit, il y a des gens qui disent post-électoral, c'est après le contentieux préélectoral qui va s'ouvrir justement à partir de cette semaine dès le dépôt des recours. Alors, je vous propose une méthode pédagogique, c'est-à-dire qu'on devrait d'abord exposer la leçon pour chacun, ce que chacun retient comme leçon de ce qui s'est passé samedi dernier, que ce soit pour le cadre du Cameroun, que ce soit pour le cadre de l'Afrique ou de le cadre dans de l'opinion internationale. Je vais commencer en ligne avec M. David Roger Bala. Quelle est la grande leçon? Ou alors, je ne sais pas comment vous allez l'articuler, que vous êtes d'abord journaliste, vous êtes un observateur, vous avez tiré, en fait, vous pouvez exposer de ce qui s'est passé samedi dernier. Oui, Mère Etundi, ce que je peux dire pour le premier jet de ce est que nous avions vécu samedi dernier la manifestation réelle de ce que les autres ont appelé la démocratie. Parce que au départ, il fallait aller déposer, réceptionner toutes les candidatures, autant pour moi, et maintenant faire un cri pour ceux qui sont en règle et qui restent en course, ceux qui ne le sont pas, on leur donne, n'est-ce pas, une chance en 48 heures de se racheter. Nous avions effectivement compris, d'ailleurs ce que nous parlions déjà sur d'autres cieux, sur d'autres plateaux de médias, que ce qui est arrivé devrait arriver comme tel. Parce que, on le disait également sur votre plateau, on manque une véritable opposition au Cameroun. On manque une véritable opposition parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que dans un même parti politique, on se retrouve avec deux candidatures à une même élection. C'est déplorable parce que ces acteurs politiques jouent plutôt avec les sentiments du peuple camerounais. Je pense que c'est une grande leçon qu'eux, ils devraient tirer. Je vais saluer ici le président du Manidem, qui, après cette proclamation, ayant constaté que la candidature de son candidat, permettez-moi la tautologie, n'est pas retenue, a rapidement appelé ses militants et sympathisants au respect des institutions et à la préservation de la paix. On va donc saluer Anissé Kane, qui n'a pas versé dans le populisme ou alors dans la diversion en appelant ses militants et ses sympathisants à une quelconque insurrection. Je pense que les autres partis politiques devraient emboîter le pas d'Anissé Kane et que Anissé Kane, qui jusqu'ici nous démontre que la paix est un catalyseur du développement au Cameroun, continuera après le verdict de la Cour constitutionnelle, j'allais dire, continuera, n'est-ce pas, à prôner cette paix au sein de sa formation politique, même si il y a certains regains qui supportaient le professeur Kamto de l'autre côté, dans son ancien parti, continue quand même à émettre, n'est-ce pas, des
des hypothèses comme quoi sans Camto, il n'y aura pas élection et tout. Je pense qu'on devrait, n'est-ce pas, se plier aux exigences des institutions, on devrait se plier aux décisions qui sont d'ailleurs républicaines de Elections Cameroun, qui est ici l'organe principal de la gestion des questions électorales au Cameroun. Voilà ce que je peux dire pour les leçons qu'on a pu tirer de la proclamation de cette liste électorale hier. Merci, on revient à vous. Merci pour cette précision. Et c'est comme ça que je souhaiterais que chacun puisse prendre la... Alors, Amadou Toujani, on est en train de regarder sur les leçons. On vient de retenir avec David Roger Bala qu'il y a cette permanence de cette irresponsabilité de l'opposition. Bon, peut-être on peut parler d'irresponsabilité, mais cette incapacité, disons ça ainsi, cette incapacité à faire front commun, ça a été vécu. On a là 12 candidats face au candidat du pouvoir en place, qui est candidat à sa propre succession. Il a aussi évoqué la principale candidature, la grosse actualité dans cette affaire, qui a subi un rejet. Il a orienté ça dans la recherche de la paix, telle que Anissé Kane s'est prononcé. Mais en bas du communiqué d'Anissé Kane, j'ai entendu là « no make error ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire « no make error ». Peut-être il disait à ses militants « no make error », c'est-à-dire ne déstabiliser pas le pays. Alors, Amadi Toujani, quelles sont les leçons qu'on doit retenir et qu'on doit exposer au peuple après cette cérémonie de samedi dernier et tout ce qui a déjà été dit jusqu'ici? Yes, thank you very much, Etundi, for giving me back the line. I think a very great lesson, Etundi, that we need to learn as far as yesterday's proclamation of those that will be part of the elections. For now, I think it's a very, very great issue, according to the release by the Manidem party, whereby they call on their protest, that is their supporters, they call on their supporters and sympathizers to be calm and be responsible, because the tension was very, very high as far as the rejection of the candidacy of Kamto as far as the elections is concerned. Though we know that they have been given 48 hours in order to file in their protest at the Constitutional Council. So the first lesson as a reporter that I know that I learned very well is that of preserving peace, because according to the release by the party yesterday, 26th of July, immediately after the proclamation of the result, they call on their militants, their sympathizers and all Cameroonians to remain in peace, because they have realized that without peace there will be no development. Without peace, political activities cannot be carried out. So I think that is the first lesson that Cameroonians do learn yesterday, and we hope that that lesson will be practiced as it has been seen now before, during the elections and even after the elections. Another lesson that was daunting for Cameroonians is the inability of the opposition to form one bloc. We have seen it's very, very difficult for this opposition, because we have this saying that together we are stronger. But I think the opposition in Cameroon, they have not really understand the meaning of this word, because there is a lot of problems that they have been facing, lack of good strategies. Yes, the opposition in Cameroon really lack good strategies. I remember one of my great professors in political science in the University of Yaoundé too, Professor Mathias Owonagini, used to tell us that in political science, in order to gain popularity, in order to gain access to power, you need to strategize from the grassroots. Yes. So we have seen these parties in Cameroon, these parties that have been going on, most of them, there are some parties that cannot really be proud of 5,000 or 10,000 to 10,000 militants throughout the national territory. Imagine this type of party that cannot be proud of 10,000 militants going out for presidential elections. I think we always say, as a reporter, that 70%
the lack of good strategies by this opposition is something very, very disturbing as far as the democratic issues in Cameroon is concerned. We equally have this problem of individualism. This problem of individualism, where most of the opposition parties in Cameroon, actually, they are more individualistic than collective agents. Individually, rather than thinking of collective gain. So it's very, very difficult for them if they don't eradicate this individualism in order for them to form a single block, because they work in a dispersed manner. And you know, actually, we cannot do anything as far as politics is concerned, even developmentally, when we work in a dispersed manner. So I think it's a very, very difficult issue for the opposition that we have really learned, because up to this moment that we were thinking of, that some of them will really come, maybe majority of the opposition will really form a coalition. Peut-être que cette piste est possible. Yes, in order to defeat their green opponent as far as the next presidential election is concerned. So two main points have been realized yesterday, according to the eye of a reporter that I am. Lack of seriousness on the part of the opposition to form a coalition, and equally this problem of peace that some of the political parties that were not selected yesterday, they have already started preaching peace for Cameroonians, for their sympathizers. So I think it's a very good issue. Merci. Eh bien, on va quand même dire que par rapport à ce bloc, peut-être qu'on ne perd rien, parce qu'on a écouté beaucoup des candidats qui ont été retenus hier. Nous avons écouté l'avocat représentant le PCRN, nous avons écouté Kumvondo qui était là représentant à Keremuna. Tous semblent dire que ce n'est pas terminé, qu'il y a peut-être des pistes de consensus ou de candidature consensuelle, comme vous êtes en train de le dire. Docteur Lidjom, vous êtes écrivain. Alors, peut-être qu'on voit beaucoup plus le côté Maurice Kamto, le côté opposition, mais là, on a la permanence du parti au pouvoir. Bon, c'est vrai qu'il n'aime pas qu'on appelle ainsi, mais on a le président Paul Biya qui a été reconduit. Ben, c'est vrai que dans la liste, la première liste, en fait, la liste de réception de candidatures, il y avait 2 noms sur le RDPC. Alors, c'est un seul nom qui est sorti. Après, quelle est la leçon? Quelle est la lecture que vous faites? Merci, M. Tundi. Effectivement, les leçons à tirer de cette phase électorale, ce sont les candidatures rejetées et celles reçues, notamment avec l'entrée en jeu de 13 partis qui sont considérés comme les partants, les non-partants comme le Manidem, constituent des préoccupations aujourd'hui parce que il est bon l'opportunité, l'égalité des chances à tous de compétir. Et vous estimez, Dr Lidjom, vous estimez que là, il n'y a pas eu égalité de chances? Disons qu'au regard, parce que en toute chose, il faut éviter le peuple. Il faut écouter le peuple dans son entièreté, et il y a une partie du peuple qui se sent exclue. Exclue parce que leur candidat serait maladroitement mis hors compétition, accumulé beaucoup d'erreurs sur son parcours. On devrait pour un apaisement, pour apaiser, pour des objectifs politiques bien définis qui engagent la responsabilité et l'avenir du Cameroun, savoir toute proportion gardée, prendre des décisions qui ne peuvent pas impacter à long terme sur l'avenir ou bien sur la sécurité, sur la paix du Cameroun. Alors, Dr Lidjom, Dr Lidjom,
Je vous relance tout simplement. Ce que vous êtes en train de dire là est très sérieux. Ça voudrait dire que vous êtes en train de dire que la décision de mettre le Manidem Maurice Kamto hors course, c'est une décision qui n'est pas assez sage, c'est ça? Elle peut être fondée sur des critères juridiques ou bien procéduriels bien connus, mais je dis, il me semble que ce débat ayant été engagé depuis avec le mandat impératif, il était bon, ou bien il est bon encore pour nous que le parti de Manidem fasse partie de la compétition pour qu'on puisse, parce que moi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on aurait peur du Manidem ou bien de Kamto, mais une chose est sûre, c'est que les règles du jeu étant bien définies et tout le monde devant compétir pourrait, ce n'est que le peuple qui pourrait décider de sanctionner tel ou tel candidat. Et il me semble que tout compte fait, on ne doit pas avoir peur d'un candidat ou d'un parti quelconque. Même le RDPC. Je ne pense pas que les opposants aient peur du RDPC, sinon personne n'irait aux élections, mais c'est parce que les gens ont confiance et les gens ont confiance à la machine électorale du Cameroun, que les uns et les autres prennent sur eux d'entrer dans le jeu politique. Pour vous, la leçon serait donc peut-être de réintégrer au niveau du Conseil constitutionnel, après le recours, la candidature de Maurice Kamto du Manidem, c'est ça? Oui, si tant est que cette plantée de candidats qui ne devrait pas constituer un problème, parce que d'autres, bon, je n'ai pas suivi le cas du RDPC, mais il me semble que c'est un positionnement qui tend à faire croire que le Manidem est frappé parce que Maurice Kamto y est. Or, il me semble que Maurice Kamto en soi, au regard de ses scores par le passé, ne peut pas constituer un handicap. Et surtout, parce qu'il faudrait faire comprendre à ceux-là Oui, des petits soucis de réseau. Il faudrait faire comprendre à cela. En tout cas, la pensée ou la leçon de Dr Linjom, c'est que c'est peut-être un risque de prendre une décision juridique, mais qui politiquement pourrait être modérée, de laisser passer la candidature de Maurice Kamto. Oui? Vous êtes avec nous, il y a eu un petit problème de réseau là. Docteur Linjom, vous avez... Oui, alors, oui, je sais bien que pour lever certaines, parce que nous sommes dans une sorte de construction d'un mythe politique qui n'a pas lieu d'être. Que Maurice Kamto, le Manidem, aille aux élections, il est une chose, c'est que les dés sont faits les dés sont faits, et nous savons que le RDPC dans sa position actuelle n'a pas de concurrent politique, parti au pouvoir et organisateur des élections. Je ne vois pas par quelle alchimie l'opposition avec Maurice Kamto pourrait gagner. Ce n'est pas pour dire que tout est fait pour que le RDPC gagne, mais telle est la réalité sur le terrain. Merci à vous. On a bien compris que là, vous nuancez tout ce qui a été dit jusqu'ici. Vous dites que non. Et il fallait pour la préservation de la paix, pour l'apaisement, et même construire l'avenir politique, laisser politiquement passer la candidature de Maurice Kamto.
Socio, quitte à faire en sorte qu'il soit battu au niveau du vote, c'est-à-dire la sanction du vote. Alors, monsieur le sociopolitique, vous êtes aussi juriste à la base. Alors, on veut quand même comprendre là, parce qu'on a là, comme nous sommes dans les leçons, il faudrait qu'avec vous, on comprenne les cas de figure. Il y avait les cas de figure de pluralité signalés de candidature. Le RDPC, le parti Univers et le Manidem. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ce qui est arrivé et quelles sont les leçons à tirer? D'abord juridiquement, mais est-ce que aussi vous pensez qu'il faut outrepasser la règle de droit, comme le dit le docteur Lidjom, et aller vers les élections avec des personnes qui n'ont pas respecté cette loi-là? Merci, M. Hubert. Je commencerai par tenir ce propos d'un ancien président gabonais. Je parle de Ali Bongo Père, Omar Bongo, qui disait, il se posait une question en fait lors d'une interview. Il disait, ils sont opposants contre qui? Contre moi. S'ils sont opposants contre moi, qui me présente un candidat, il parlait de l'opposition. Ah, ok. Une fois que cela est dit, on revient justement dans notre contexte du phénomène de double candidature qui est traité de voies de mesure. Si on est un peu plus attentif à ce qui s'est passé. Oui. Parce que vous ne pouvez pas justifier que, prenons le cas du Manidem, le MINAT a connu Anissé Kani comme étant président du Manidem. Oui. Et c'est Anissé Kani qui, selon ce qui est fait, qui porte la candidature du professeur Kamto. Oui. Et M. Yebga, par occurrence, qui, disons, a disparu depuis 2020 et réapparaît comme candidat aussi et président du même parti, ce qui crée déjà une confusion. Alors, si nous restons sur le respect des normes... Ce qui crée déjà une confusion, est-ce qu'on peut éclairer cette confusion-là? Parce que là, comme nous sommes devant les téléspectateurs, pour qu'on ne se perde pas. La confusion naît du fait que vous avez sur le plan officiel un président du parti qui est Anissé Kani et qui décide d'investir le professeur Maurice Kamto comme candidat à l'élection. Oui. Et maintenant, apparaît un autre candidat qui aussi se réclame d'être président du parti, qui selon certains membres du parti, je fais référence à M. Guillaume Nanga, qui dit que M. Yebga a abandonné le parti depuis 2020, ça fait 5 ans aujourd'hui. Alors il réapparaît comme président. À l'issue, je dois préciser, pour avoir vécu toute cette situation, à l'issue d'un conflit interne sur le directoire, parce que là-bas c'est le directoire du parti. Oui, on évolue. Justement donc, alors cette irruption ou ce retour de M. Yebga ne s'analyse pas comme un fait sérieux, mais comme plutôt une stratégie de manipulation et d'affaiblissement justement de la candidature du professeur Kamto. Ça c'est la première lecture purement sociopolitique. Alors on s'arrête, je voudrais qu'on soit précis franchement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fond juridique dans la nouvelle apparition de Dieudonné Yebga. Juste au niveau des informations que nous avons actuellement, il n'y a pas de fond juridique pour la candidature de M. Yebga. Et vous êtes sociopolitiste et vous êtes juriste. Et je vous prends là comme un juriste. Évidemment. Oui. Ce qui fait que, déjà, sur ce point, sa candidature était simplement irrecevable. Oui. Vu que dans un parti ne peut investir qu'un seul candidat, et le parti avait déjà investi un candidat. Alors, là... Pour aller dans votre sens et compléter l'information, il faut noter que dans la signification d'Election Cameroun sur le motif du rejet, signifie à Election Cameroun, donc au professeur Maurice Kamto, il est dit pluralité de candidats. Il n'y a pas notre motif, parce qu'on parlait de démission et autres. Justement, j'en viens justement au motif d'Election Cameroun, la pluralité de candidats, mais ce principe aurait dû être appliqué à tous les partis. Si on parle de pluralité, et c'est le seul motif, alors le fait qu'un seul parti ait déjà 2 dossiers de candidature, les deux candidats, les 2 postulants devaient simplement être rejetés. C'est-à-dire, on devait rejeter la candidature du RDPC, les candidatures du RDPC et du parti Univers. Effectivement, sans qu'il y ait besoin de faire un long débat. Alors ce traitement, justement, crée déjà une confusion au niveau, justement, de l'électorat,
C'est un juriste qui parle. Évidemment, les Camerounais se posent la question de savoir est-ce le droit qui a été appliqué, est-ce une sorte d'équilibre? Vous répondez, nous sommes là dans les leçons. Justement, dans les leçons, je dirais que dans ce cas, le droit n'a pas été appliqué de manière équitable. Vous savez, il y a la justice et il y a l'équité. Oui. Alors, il aurait été souhaitable que si on parle de pluralité, qu'on regroupe les cas de pluralité et qu'on les traite de manière équitable. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Oui. Et ce qui fait en sorte que nous nous retrouvons dans un cas de 2 poids 2 mesures où la loi s'applique aux uns et ça peine à ça. Là, vous répondez à Dr Linjo, mais vous semblez le consolider. Oui, justement, je consolide sa position. Je me dis, si on avait été équitable, on aurait laissé passer une candidature comme ça a été le cas dans notre parti. Ça aurait été équitable. Au lieu de rejeter les deux du Manidem, on aurait retenu, comme on a retenu dans le cas du parti Univers et du RDPT. Sauf que la petite explication que certains juristes nous donnent, parce que là vous êtes un juriste, ils disent que dans le parti Univers, c'est un militant qui s'est investi au lieu d'être investi par le parti. Et qu'au RDPC, c'est aussi un militant qui est dissident, qui s'investit. Alors, je ne sais pas si c'est toujours valable. Ce que je tiens à rappeler, c'est que dans le cas du Manidem, c'est le président qui a investi un militant. Le président du directoire. Du directoire qui a investi un militant comme candidat. Mais un directoire qui est donc querellé. Un directoire qui est querellé, mais que je dis juridiquement et institutionnellement, le MINAT a pris position sur cette question. Oui. Ce n'est pas un débat, M. Hubert. Ah, le MINAT a tranché. Le MINAT a tranché sur ce problème, le directoire. C'est M. Anissé Ekani qui en est le chef. Et il a investi un candidat. Donc il n'y a même pas de débat sur le fond là-dedans. Le débat se trouve ailleurs. Et là, peut-être, je vais aborder ma casquette de sociopolitiste. Oui, allons-y. C'est très important. Nous sommes dans les leçons. Une fois qu'on est... Et c'est ça en langue de bois. Bien évidemment. Une fois qu'on a évacué les sous-traitants politiques, j'entends par sous-traitants politiques, tous ces acteurs qui se sont lancés dans la conquête du pouvoir juste par stratégie de dispersion de l'électorat. Ce sont des sous-traitants politiques. Une fois qu'on les a évacués, on a donc pris une seconde dynamique, celle des candidats autorisés. J'ai encore appelé ici dernièrement les clients autorisés. On les retrouve, il y a au niveau du Nord et du Grand Nord, toute la question a été réglée. On a le candidat autorisé là-bas, c'est tranquille. On revient au niveau du Nord-Ouest, même chose. On revient au niveau du littoral, même chose. Maintenant, les candidats non autorisés, ceux qui ont un certain poids, du moins sur le plan de la popularité, mais qui ne sont pas autorisés. Qui ne sont pas autorisés. Là, vous parlez en sociopolitique. En sociopolitique, qui ne sont pas autorisés, on trouvera tous les voies et moyens nécessaires justement pour faire en sorte que les candidatures soient empêchées. Mais je pense bien évidemment que le Conseil constitutionnel, par conseil, j'entends l'avocat de la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel justement fera son travail et les résultats pourront surprendre plus d'une personne. Ah donc, le recours peut nous dire, peut amener à certains Aimé Césaire Dambo, nous sommes là dans les leçons, mais nous entrons là dans le cœur même de cette affaire. C'est-à-dire, double candidat, pluralité de candidats ici, une candidature retenue, RDPC, une candidature retenue, Univers, Manidem, 2 candidatures rejetées. Merci, M. Dundi. Je vais parler sincèrement et objectivement. Je vais commencer par dire aux uns et aux autres que lorsqu'on entre la politique, il faut retenir premièrement une chose, ce n'est pas le voix bébé. Il n'y a pas d'émotion en politique, il n'y a pas de sensation en politique. Je voudrais rappeler à tout le monde qui semble rappeler que nous sommes dans un état de droit et que X ou bien Y, aucun pays au monde ne peut être hors du, je vais prendre un terme un peu plus amoindri. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire, tous ces 2 pouvoirs sont sous la botte du pouvoir
pouvoir exécutif. Vous évacuez la séparation des pouvoirs. J'évacue pour dire aux autres de ne plus se leurrer. Je vous ai dit que je vais vous dire la vérité. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que je relance tout simplement. C'est un leurre que de penser aux choses fantasmagoriques. Lorsqu'on est en politique, qu'on appelle en mon dialecte, c'est-à-dire les toiles d'araignée, le labyrinthe, on utilise tout ce dont on a en sa possession pour faire ce qu'on peut faire. Nous n'en sommes pas là. Je vous parle donc des deux candidats. Alors, peut-être je vous lance, vous êtes en train de parler là, ça fait comme si nous sommes là dans la politique où tout est permis, même les choses qui ne sont pas acceptables. Je voudrais répondre à votre question en faisant une transposition à la communauté internationale. Où on peut dire que le droit international, mais lorsqu'il faut frapper pour ses intérêts, on ne parle plus du droit international. Vous êtes en train de justifier que... Je ne suis même pas encore là-bas. J'ai dit aux communs des mortels qui pensent que nous sommes dans un paradis, que celui qui parle aujourd'hui, si on le met là où il est en train de critiquer aujourd'hui, face aux situations et circonstances, lui également va opter pour une position. Sauf que les autres vont aussi critiquer. Je suis en train d'y aller. Critiquer ne veut pas dire qu'on n'a pas fait ce qu'on a fait. Ok. Je voudrais vous rappeler, et vous avez fait rappeler deux candidatures qui n'ont rien à voir avec celui du Manidem ou ceux du Manidem. Celui de Télé Onana, je vous ai dit ici. En fait, là, je rappelais la position des juristes. Mais lui, il a évacué cela en disant que l'affaire avait été tranchée et le MINAT avait décidé que c'est Kane qui était le patron du parti. Je crois ajouter quelque chose à ce niveau. Je suis encore au niveau de la candidature de Lyon, Télé Onana et de l'univers. Allons-y. Télé Onana n'est pas investi. Il ne faut pas qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas. Comment ça, il n'est pas investi? Mais dites-moi au cours de quoi? Par contre, l'autre bénéficie de ce que j'ai dit sur ce plateau, la prorogation, qui a été faite puisque le congrès devait être en 2016, pour l'élection de 2018, il a bénéficié de la prorogation. Dites-moi donc l'acte que l'autre a eu. Ronana vous dit que le comité central ne s'est jamais réuni, il n'y a que le comité central pour faire la prorogation. Je suis en train de vous dire ceci. Il vient de dire ça quand? Je vous dis qu'un acte s'est posé pour que le président Paul Biya soit candidat en 2018. Ok. N'est-ce pas? Tel a été où? On peut le prendre pour menteur. Oui, parce qu'il était là en ce moment, monsieur. Il y était. Donc il faut arrêter là. Vous êtes en train de dire qu'il aurait dû dénoncer à partir de là. Alors, s'il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il revient maintenant nous enfumer. Évoluons. Et vous avez donc également évoqué le même cas dans l'univers. Maintenant, revenons-en au Manidem. Où nous avons un problème, un seul qui se pose. Sauf que personne ne veut aller au fond. Je vous ai dit sur cette tribune que ce que le MINAT a pris comme décision, à l'heure où nous parlons, sera battu en brèche par une décision de justice. Voilà la nuance qu'il faut évoquer. C'est-à-dire de manière précise, dites-nous, sera de manière précise, c'est lui. Vous êtes en train de dire que Anissé Kane et Dieudonné Yebga sont en justice, c'est ça? Oui. Beaucoup m'ont dit que non, l'affaire s'est arrêtée à Bonanjon, à Ndokoti, non, ça n'a pas prospéré. Mais le monsieur peut vous sortir un document pour dire comment il a eu gain de cause, non? C'est là où les choses vont se jouer. C'est pour dire la reconnaissance de monsieur Anissé Kane par le MINAT rentre dans la logique de ce que je vous disais précédemment. On peut utiliser parce qu'on veut des faveurs. Anissé a été donc utilisé pendant qu'il se battait avec Yebga. Il a eu donc la reconnaissance du MINAT. Oui, je ne refuse pas l'au-delà. Mais sauf que maintenant, on va opposer une décision de justice. Une décision de justice au MINAT. Au MINAT. Voilà ce qu'elle peut dire par rapport à ça. Donc le conseil, comme il a discuté en disant... Peut-être il faut que les téléspectateurs nous suivent. Parce qu'il y a aussi une décision de justice qui n'a pas produit les mêmes effets pour l'UPC, Balegenkot et Bapod Lipot. Les contextes sont différents. Il faut toujours situer. Les contextes sont différents. Il n'y avait pas de décision de justice, sauf si je me trompe. Au niveau de l'UPC, Balegenkot, lui de son côté, avec le directoire. Il a été investi. Au
au même moment qu'il est investi. De l'autre côté, l'autre aussi également. Bapolipote. Dans la même posture, mais sauf que pendant qu'il soit dans la même posture, il est encore adoubé le même scénario qu'on est en train de vivre avec Anissa et Kani. Pendant que tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu bénéficies quand même des faveurs du pouvoir, qui t'utilise un temps soit peu, mais à un moment donné, veut utiliser la personne avec qui tu es en conflit. Et maintenant, si cette personne a le dessus sur toi, c'est là où tout va se jouer. C'est pour vous dire donc que le juge constitutionnel, de par sa commission, pourra même faire appel au juge d'appui, qui est l'instance du Vouri, le tribunal des grandes instances, par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc est-ce qu'on aura donc le temps de vivre toutes ces choses-là? Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ces campagnes. Merci, je crois que là c'est éclairé. Docteur Diabana, nous sommes là dans les leçons et nous sommes dans le cœur de cette affaire avec toutes les contradictions possibles. Quelle est votre principale leçon et comment vous comprenez ce qui apparaît comme un imbroglio juridico-politique dans cette affaire? Ce que vous pouvez comprendre, il y a une vérité et que il y a un jeu à l'intérieur et celui qui est en train de jouer avec les Camerounais, c'est celui-là dont une partie des Camerounais sont avec lui. C'est une partie des Camerounais. C'est-à-dire que si 10 millions de Camerounais, il peut y avoir 3 ou 4 millions et la diaspora est en train de jouer un jeu. Et dans ce jeu, nous trouvons qu'il n'est pas perdant. Parce que tu ne peux pas être leader d'un parti politique. Et tu sais que pour aller aux élections présidentielles, il te faut avoir un conseiller, c'était simple. Tu refuses aux gens d'aller aux élections municipales et législatives, où tu dois avoir un seul conseiller pour donner l'autorisation d'être candidat présidentiel. Pour être précis, oui. Vous comprenez? Oui. Tu refuses. Sachant que pour aller aux élections présidentielles, si tu n'as pas un conseiller, tu ne peux pas aux élections présidentielles. Il y a problème. Maintenant, quand on rejette ton dossier, que tu sais que ton parti ne peut pas te demander 300 signatures. Un homme populaire, nous sommes en train de parler de la réalité. Si ce monsieur était populaire, comme on le dit, il devait 300 signatures, c'est quoi? Il va avoir les 300 signatures dans les 10 régions. Mais il va vous rétorquer que... Il ne peut pas nous rétorquer parce qu'on lui a demandé 300 signatures. Comment quelqu'un qui s'autoproclame président d'une élection est incapable de produire 300 signatures? Ça, c'est la réalité. Moi, je parle terre à terre. Je parle un langage simple. Oui, allons-y. Il faut le comprendre. Si ce monsieur était véridique, il devait le produire, il devait tout faire pour avoir 300 signatures. On a vu Diamant qui a produit 300 signatures. Voilà, il devait produire 300 signatures, on ne devait pas rejeter sa candidature. Il devait produire 300 signatures et aller aux élections. Avec son et là, avec le MRC, oui. Oui, avec son parti politique. Beaucoup trouvaient déjà, soyons clairs, depuis qu'il y a les élections, comme vous avez dit, quelqu'un qui est quitté dans un autre parti pour aller être investi dans un autre parti. C'est la première fois. Hein? Ah oui, c'est la première fois. C'est-à-dire quelqu'un qui est leader, parce que c'est les partis qui les investissent. C'est différent que tu es président national d'un parti. Tu démissionnes. C'est-à-dire que tu as ton parti. Mais comment c'est fait Tu démissionnes de ton parti. Et tu as des capacités d'être en règle. La seule règle, c'était quoi? Avoir un seul conseil municipal dans toute la République du Cameroun. C'est-à-dire que tous ces leaders-là, s'ils partent aux élections municipales et législatives, même si c'était comment, ils devaient avoir un seul conseiller. Et ils ne devaient plus avoir de débat. Oui, en envoyant un seul conseiller, sa candidature partait simplement. Pourquoi elle a refusé d'aller aux élections législatives et municipales pour l'autorisation? Il y a un problème. Il faut voir les choses à la base, il ne faut pas toujours se mettre à rétorquer, on a rejeté la candidature. Qui a rejeté la candidature de Maurice Kamto? Maurice Kamto a rejeté la candidature, sa candidature lui-même parce qu'il n'est pas clair. Et quelque part, nous verrons que dans la réalité, Maurice Kamto joue le jeu du NDPC. Ah bon, comment ça? Là, c'est grave ça. Oui, Maurice Kamto joue le jeu du NDPC. Comment ça? Mais comment il joue pas le jeu du NDPC? Non, on veut savoir comment. Là, il joue le jeu du NDPC. Si Maurice Kamto ne joue pas le jeu du NDPC et que c'était un vrai opposant, il n'est pas aux élections municipales et législatives. Il n'est pas allé. Ça veut dire quelque part, il joue le jeu du NDPC, il veut toujours sur le NDPC qui soit devant. Peut-être qu'il savait qu'il y avait des failles juridiques. Il n'y a pas de failles, il fait le one-man show. Vous devez comprendre, n'est-ce pas? Oui. Un professeur, mais ne confondez pas le droit avec la politique. Le droit veut dire ce qui est droit. Oui. Hein? La droiture. La politique veut dire plusieurs.
Ça veut dire en politique, ça n'est pas exact. Pardon. 1 plus 1 peut être égal à 1000. Oui, c'est quand on a dit ça que la politique, c'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte. 1 plus 1, toi tu vois que c'est 2. Mais quelqu'un te donne 1 plus 1, il te donne le résultat 1000. Il te dit 1 plus 1, il te donne le résultat 10 000. Et pourtant, tu vois que ici, il y a une seule personne qui a en train de voter, mais quand le résultat sort, tu vois 10 000 votants. Donc la politique n'est pas une science exacte. Ce n'est pas le droit, on n'est pas le droit en politique. Le droit c'est autre chose, la politique c'est autre chose. Donc, en tant qu'un grand spécialiste de droit, il ne s'y connaît pas en politique. C'est cette réalité qu'il faut qu'on dise aux gens que on a un juriste là, il sait bien que la politique ce n'est pas le droit. Ouais. Nous avons une science politique. La politique c'est autre chose, le droit c'est autre chose. Le moment quand tu es en train de lire le droit, ce que tu es en train de lire, ce n'est pas ce qui se passe en politique. Parce que le droit c'est une science exacte. On vous lit les articles. Tant article, tant. En politique ce n'est pas les articles. En politique c'est la tête qui joue. Il suffit qu'on te trompe, tu tombes dans le ravin. Mais on convoque quand même l'éthique en matière politique. Oui, en matière politique, c'est un jeu, ce n'est pas un jeu exact. La politique, c'est un jeu. Un jeu dangereux pour celui qui ne connaît pas, les enjeux. La politique a des enjeux. Et ça, vous comprenez? Oui. Ce n'est pas parce que tu t'élèves, il y a un tas de gens qui font la marche, ce n'est pas ça la politique. Il y a le populisme, c'est-à-dire être populaire. En quoi? Et ça, vous comprenez? Pour être populaire à quelque chose. Parce que tu parles, tu es allé au tribunal, tu as bien défendu certaines choses. On dit, oh non, c'est lui. Ce n'est pas ça qui est au fond. Donc pour dire que cette candidature, moi je ne suis pas contre la candidature de qui que ce soit. Ouais. Mais ce monsieur n'est pas clair. Ça c'est la réalité qui n'est pas claire. S'il était clair, il partait aux élections avec MRC et devait nous produire 300 signatures. C'était simple. Alors incapable de produire 300 signatures montre via son incapacité d'être dans toutes les 10 régions du Cameroun. Puisque les 300 signatures vont être prises dans les 10 régions du Cameroun. Mais les personnes qui les donnent sont quand même du pouvoir. Non, est-ce que les personnes... Pourquoi ils ne peuvent pas donner? C'est pas parce que celui-là qui allait prendre, on donne. Les personnes qui donnent, on parle des autorités traditionnelles. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Alors, si les autorités traditionnelles refusent de donner signature, ça veut dire que toi-même tu n'es pas clair. Et il n'y a pas l'État qui devait imposer à un chef traditionnel de ne pas lui donner la signature. Est-ce que vous comprenez? Donc, il devait sortir, nous chercher 300 signatures. C'était l'objectif le plus simple. Après, je vais vous dire quelque chose. Les élections présidentielles se préparent après d'une autre élection présidentielle. Ce monsieur n'a pas préparé les élections présidentielles. Il a préparé la cacophonie pour jouer avec la psychologie des Camerounais. Comme John Fundi, il joue le même rôle que John Fundi jouait. Et vous avez dit bien grave qu'il joue le jeu du RDPC. Oui, il joue le jeu du RDPC. Qui ne sait pas que John Fundi était du RDPC? C'est en dernière minute que les gens supposent que John Fundi était du RDPC. Je m'explique. Oui. Élection sénatoriale dans la région de l'Ouest. La liste du RDPC est rejetée. Celui qui a pris le conseil dans la région de l'Ouest, c'est l'UNEC. Comment le RDPC vote le SDF s'ils n'étaient pas ensemble? Ça veut dire qu'ils avaient une alliance. Tu ne peux pas voter quelqu'un que tu n'as pas d'alliance avec lui. Le RDPC a voté le SDF qui n'avait que 30 conseillers dans toute la région de l'Ouest. Et l'UNEC qui a eu 296 conseillers perd l'élection sénatoriale dans la région de l'Ouest où la liste de RDPC a été rejetée. C'est les qui l'ont voté, c'est les gens du RDPC. Il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'on dit que SDF était du RDPC. Caché, oui, il était du RDPC. Vous savez, ils avaient des alliances cachées qui n'étaient pas publiques. Parce que je ne vois pas comment le RDPC doit voter le SDF, qui est l'opposition et pourtant non pas l'alliance. Si c'était l'UNDP, on s'entend, parce que l'UNDP a l'alliance avec le RDPC. Si à l'époque c'était Issa Chiroma, on sait que le parti de Chiroma a l'alliance avec le RDPC. Mais le SDF n'a jamais eu l'alliance avec le RDPC. Comment le RDPC a voté le SDF pour qu'il gagne les élections sénatoriales dans la région de l'Ouest? Ça, c'est la même chose. C'est la même chose que quand tu es en train de jouer. Quand tu es du RDPC, mais un RDPC caché. Et ça, vous comprenez? Il ne peut pas aller. La déclaration est grave. Oui, moi je demande, il ne peut pas aller. Je vous ai montré le cas du SDF. Oui. Hein? Oui. Je vous ai dit, est-ce que c'est possible que le RDPC vote le SDF? Répondez-nous tous. C'est possible? On sait que c'est impossible, non? Mais le RDPC a voté le SDF pour qu'il ait il réussit sur le vote sénatorial à la région de l'Ouest. Il savait plus de conseiller que lui. C'est lui qui devait être élu et qui n'avait pas les 7 sénateurs. Mais comment c'est le RDPC vote le SDF qui n'a que 30 conseillers? Merci. Oui, vous profitez, oui. Et revenir chez Aimé Césaire et repartir en ligne, parce que là, c'est le fond de cette affaire. Il y a un jeu. Oui. Il y a un jeu. Maurice Kamto n'est pas clair.
Maurice Kamto joue le jeu du RDPC. Parce que si Maurice Kamto joue le jeu de l'opposition, il ne peut pas avoir minimum un conseiller, il ne peut pas dire à ces gens de partir aux élections. Ces mêmes élections municipales qu'il a refusées et les législatives qu'il a refusées, mais il est aux élections présidentielles. Est-ce qu'on a modifié la constitution? C'est dans la même constitution qu'il y a aux élections présidentielles. Le code électoral. Oui, oui, et pourtant s'il partait aux élections, si qu'il a un seul conseiller, on ne devait pas être dans ces débats. Et le MSC, sa candidature passait même seulement avec un seul conseiller. Donc il joue le jeu, il joue le jeu du RDPC. Bien grave, Maurice Kamto jouerait le jeu du M, je prends au conditionnel, hein, parce que l'affirmation Aimé Césaire Dambo dit qu'il jouerait, ce n'est pas être honnête. Et je vous ai dit ce qui tue les Africains. J'ai dit au conditionnel. Oui, je suis d'accord, vous êtes dans parce votre que lui, il est péremptoire. Vous êtes dans votre posture. Je confirme ce qu'il dit. Et là, je dis à ceux qui nous écoutent, ce qui nous tue. Ah, vous confirmez ce que le docteur dit à Banane? Oui, je vais ajouter quelque chose. Oui. Ce qui nous tue, c'est que nous ne sommes pas honnêtes. Le précédent intervenant disait non, il faut tenir compte, vraiment. Docteur Ludjo. Il faut faire du politique, correctement politique, il faut. J'ai dit, c'est ça qui tue l'Afrique. Les uns les autres vont venir. Sacrifier la loi. Oui, sacrifier la loi, le droit, une complaisance. Un frère, on dit, bon, vraiment, on a pitié de lui, il a trop pleuré. Et après, le lendemain, si vous ne faites pas ça pour un autre, la guerre va commencer. Il faut établir la rigueur de la loi, monsieur. Surtout quand l'occasion vous est offerte. Il a évoqué en 2020 un grand agrégé qui met en dérision tous les suiveurs qui sont derrière lui. Il suffisait qu'il ait un seul conseiller. Personne ne se pose la question objective. Nous suivons, qui est-ce que nous suivons? Est-ce que ce n'est pas un débile? Non, vous n'allez pas quand même aller jusqu'au... Non! Ce n'est pas une insulte. Mais il faut être fou. Mais le mot débile est trop fort. Non, attends, je suis en train d'expliquer. Non, moi je ne peux pas l'assumer. Donc j'ai compris. Oui. J'ai dit, est-ce qu'il ne peut pas se poser la question, monsieur Etundi? Qui est-ce que nous suivons? Quelqu'un qui avait tout pour nous éviter ce que nous voyons maintenant. Mais je vous rappelle quand même quelque chose là où vous êtes en train de dire. Oui. Bien que nous soyons à la première occasion où quelqu'un laisse son parti pour aller dans un autre. Être investi par un autre parti. Que devient le MRC? Je vous ai dit ce qu'il a dit à la conférence de presse. Ce qui se passe dans le MRC ne le regarde pas du moment où il est parti. Maintenant, je vais vous poser une question que les autres ne posent pas. Il a évoqué la cotisation de 6 milliards étant dans le MRC. Quelle est la suite réservée à ces 6 milliards? Comment ça va se passer? Mais dès que tu parles de ça, 6 milliards ont été rassemblés. j'ai dit il a évoqué ça étant au MRC. Et la continuation qu'on est toujours de mise. Comment ça va se passer du moment où il est plus du MRC? Ça dit question de droit. Ah! C'est pour vous dire, il n'a pas faux de dire que ce monsieur joue un jeu bien terrible que personne ne veut regarder, surtout ceux qui sont derrière lui. Comment quelqu'un qui connaît tout, au point où on appelle le pape du droit, à lui échappent les choses les plus basiques s'il ne joue pas le jeu de l'autre? Mais je voulais quand même vous rappeler que lorsque vous criez à tue-tête, que vous êtes contre le système, et que votre femme continue gracieusement de bénéficier des largesses. Mais elle a ses libertés, elle a ses non, droits. s'il vous plaît. La non? même liberté, on l'enlève à M. Dambo, qui est un citoyen noble, qui peut parler d'un autre candidat. Mais on me couvre d'injures parce que j'ai parlé d'un autre candidat au lieu de parler. Je dis maintenant, si on est dans la même maison avec quelqu'un qui est d'un autre parti qu'on combat. Les leçons, nous sommes là dans les leçons. Il faut donc dire, oui. Et je parle à ceux qui nous écoutent, oui. On n'a pas besoin d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas pitié de lui-même. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux uns aux autres. Dire que non, il faut regarder, si on ne fait pas sa candidature, il va aller dans la rue. Mais qu'il aille dans la rue. Mais ça aura des conséquences. Il n'y a pas de problème. On ne saurait donc faire une complaisance bizarre, parce que c'est même bizarre. Il y a des moments où on peut dire, bon, vraiment, ici, là, faisons comme ça, comme il venait de dire. Une consigne de vote qui est donnée à un soi-disant ennemi. Oui, ça, c'est dans une logique. Mais quand quelqu'un vous dit, et ses partisans, lui ou rien,
c'est une défiance. Nous sommes dans la logique de défiance. Lui ou pas, on va embraser le Cameroun si ce n'est pas lui. Posez-vous la bonne question, c'est là où je suis. Oui. Si les personnes taxées et taxent Paul Biya des dictateurs, eux, ils n'ont pas encore le pouvoir et sont 1000 fois dictateurs. Les règlements de compte qui sont projetés. Vous connaissez un certain journaliste de Kinos Télévision, Michel Gacho, qui aujourd'hui, je ne sais pas s'il est au Nigeria ou bien sa femme aurait été interpellée. Ce monsieur a fait des directs dans lesquels il cible les personnalités de la République, les officiers supérieurs de l'armée, avec leur maison, il indique, il met les numéros de téléphone, il indique où se trouve la famille de tel ministre aux États-Unis, qu'aucune personne du MRC n'a levé le doigt pour dire qu'est-ce que tu fais comme ça. Pour peu qu'on ait interpellé sa femme parce qu'il a fui pour les compléments pour d'information, on a déjà crié à un état de non-droit. Est-ce que sa femme est pénalement responsable? Mais est-ce que sa femme est pénalement responsable? Si on vous appelle, on parle du besoin d'enquête. Oui, besoin d'enquête, mais est-ce qu'on doit l'interpeller pour la garder alors qu'on connaît... Monsieur, on parle du besoin d'enquête. Je n'étais pas là pour savoir si on l'a gardée. Okay. Je sais qu'elle a été interpellée. Non, je pose seulement les questions. Non, je réponds. Je vous réponds pour dire je n'étais pas là pour voir si on l'a gardée. Oui. Et maintenant, si on l'a gardée, la personne qui l'a gardée peut justifier. Il ne faut pas qu'on rentre dans la logique bizarre et bizarroïde. Il y a même les gardes à vue, ce n'est que des 3 jours. Mais sur instruction du procureur, ça peut aller à 1 mois. Il faut maintenant questionner pourquoi ça s'est passé comme ça. Okay. Donc, je voudrais donc vous dire, quand quelqu'un dit des choses comme ça, personne ne le regarde. Et il dit ça au nom de Maurice Kamto. Lui-même ne dit rien. Mais vous croyez que c'est sérieux? Okay. Et on dit que non, de manière complaisante, il faut qu'on écoute. Mais ce sont des ethno-fascistes. Le Cameroun est en danger si ces personnes sont au pouvoir. Moi, je le dis, hein. Je dis le Cameroun est en danger. Et vous-même, vous n'êtes pas en danger en le disant? Mais je suis en danger. Vous voulez que je vous montre mes conversations téléphoniques? Mais pourquoi donc vous allumez toujours aussi le feu? Je n'allume pas, je dis la vérité. Je dis que si je suis inquiété et que du jour au lendemain, je peux ne pas arriver ici parce que les gens du MS m'ont fait la peau, je dis donc qu'ils sont dangereux pour le Cameroun. Je suis fondé, je peux vous montrer des messages. Ok. Alors, on repart en ligne. Alors, après les leçons, on va aller vers les enseignements. Les enseignements maintenant, alors, monsieur David Roger Bala, est-ce qu'on doit sacrifier le droit sur l'autel de la politique ou alors la politique sur l'autel du droit? Qu'est-ce qui doit se faire? Parce que nous sommes là au cœur de cette affaire pendant parce que la question vers laquelle on va aller, vers quelle élection? Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui doit se faire exactement, monsieur David Mbala? Oui, Hubert Etundi, je voudrais vous reposer la question, même si c'est vous qui posez les questions. Qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui est politique? Il y a quand même certains prédécesseurs. Je voudrais faire évocation de Dr Linjuan et Dr. D'abord sur le plateau, c'est pas d'autres docteurs. Dr Ben Jonas. D'accord. Alors, qui voudrait quand même convoquer ce qui n'a pas lieu d'être? C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire quoi? Le cas du RDPC. Oui. Et merci pour mon frère Aimé Césaire Dambo, qui a commencé déjà à jeter, n'est-ce pas, les basiques de ce qui est et de ce qui doit être. Pour parler du RDPC, je ne suis pas militant, je suis observateur averti. Ouais. Je pense que dans le RDPC, on parlait d'un candidat statutaire et que la seule personne qui bénéficie de cette prérogative, selon les textes du RDPC, reste et demeure le président Paul Biya. Léon Taylor Onana ne pouvait que faire de la discrétion. Et vous avez vu, voilà pourquoi on n'a même pas pris en compte sa candidature. On lui a dit il n'y a pas de problème parce que le comité central du RDPC va donc convoquer ces textes-là. Et puis la loi va les adouber tout simplement. Parce que ça, c'est également une loi qui régit le parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais Léon Taylor, je vous relance tout simplement pour notre échange. Hein. Vous savez, c'est la méthode pédagogique.
pédagogique ici en profondeur. Léon Teller Onana évoquait juridiquement le fait que ces mandats-là du président sont des mandats forclos qui n'ont plus aucune légitimité ni aucune légalité. Mais Dambo venait de nous faire savoir là tout à l'heure qu'en 2018, Paul Biya est allé à l'élection et Taylor Onana n'a pas revendiqué. Donc vous continuez. Alors, si j'avais Taylor Onana devant moi, je lui poserais la question, qui convoque donc le congrès dont il fait évocation? Si ce n'est le président national. Alors si le président national n'a pas convoqué un congrès, qu'est-ce que Taylor Onana a envie de poser sur la table du débat? Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de débat. Quand je l'ai dit, je voudrais davantage inviter les Camerounais à œuvrer pour le développement du pays. Je ne veux pas emprunter les mots du président de la République qui disait à une époque qu'on nous imposait la démocratie, que le Cameroun n'était pas encore apte à cohabiter avec la démocratie. Le Cameroun n'était pas encore apte à cohabiter avec la démocratie. Donc, la démocratie n'était pas cette chose-là la mieux partagée pour nous. Je vais le dire également avec la politique. Je pense que les Camerounais n'ont pas encore la maturité de jouer ce jeu politique. Ils devraient beaucoup plus capitaliser les 4 millions qui peuvent être déposés là au Conseil électoral pour le développement du Cameroun. Si le Manidem avait misé ces 4 millions pour les activités agro-pastorales, je pense que c'est le Cameroun qui gagnerait parce qu'il aurait... Non, mais monsieur David Roger Bala, ça c'est votre liberté. Mais le Manidem a aussi sa liberté et sa vision. Je suis d'accord. Restons dans cet imbroglio-là. Moi, je voudrais qu'on tranche, franchement. Je voudrais qu'on tranche. Il faut prioriser quoi? Le droit ou la politique? Parce que c'est là où on est. Et parce que là, on parle d'apaisement. Non. Il y a des risques sécuritaires, et ainsi de suite. Non, restons dans cette affaire-là. Alors, Hubert Etoudi, est-ce que vous pensez qu'on peut dissocier, dans ce cas d'espèce, on peut dissocier le droit de la politique? Moi, je ne pense pas. Parce que le droit est donc dit. Et il y a double candidature dans le Manidem. Oui. Et vous avez très exactement vu les deux personnes. Vous comprenez de suite que Anissé Kane a pris sur lui de convoquer Maurice Kamto pour, n'est-ce pas, pour être le candidat du Manidem. Il n'a donc pas consulté son comité central. Vous avez donc compris. Non, mais le problème c'est qu'il y a des litiges avant cela au comité central, au directoire, le directoire du Manidem, et il y a une partie qui est pour Anissé Kane et qui a été reconnue par le MINAC, et une autre partie qui est pour Dieudonné Yebga et qui est en justice. Voilà la situation. Voilà donc Hubert Etoudi. C'est pour cette raison que moi je ne regrette pas Chrométal, parce que les Camerounais ont cette propension de discret, le bas peuple qui ne comprend pratiquement rien dans l'affaire. Oui. Avant d'aller à l'élection présidentielle, je pense que Anissé Kane aurait pu se rassurer que le litige soit tranché. Ok. Aujourd'hui, Anissé Kane va vouloir, ceux qui pensent qu'on devrait aller faire des bisous sur la bouche des leaders du Manidem et puis de leurs candidats. Non, on ne peut pas. C'est la politique. Et je dis, chacun organise l'affaire comme il voudrait que ça arrive. Le Manidem organise comme ça, le MS organise de sa manière, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vouloir jouer à un jeu. Comme moi, je suis auteur du jeu, j'impose mes règles. Vous voulez jouer à ce jeu et vouloir me gagner, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce qu'on peut dissocier le droit de la politique? Moi, je ne pense pas dans ce cas d'espèce. Je ne pense pas. Je pense que, à mon humble avis, l'opposition, et c'est pour cette raison que je vais revenir dans ce que je suis en train de dire. Oui. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Allez-y. Hubert Etoudi, lorsque je dis que pour l'instant, les Camerounais ne devraient pas autant s'investir en politique, c'est parce que les gars ne comprennent rien. J'avais dit cela sur un plateau
radio quelque part, Aimé Césaire Lambeau, n'était pas là ce jour. J'ai dit que l'avantage que le parti, le RDPC a, Hubert Etundi, est que le RDPC a tous les jours stratèges avec lui. Pendant que vous attendez cette période-ci pour commencer à faire parler de votre parti politique, le RDPC est sur le terrain à chaque instant. Et comment vous voulez donc décaler ce RDPC? Comment vous voulez gagner l'élection avec quelqu'un qui est sur le terrain, qui se manifeste, qui organise des événements, qui mobilise la jeunesse? Ça ne peut pas donner. C'est pour cette raison que je disais, s'il fallait que moi je donne un conseil à ces Camerounais, parce que conseil en termes d'enseignement. Pardon? Conseil en termes d'enseignement. Nous sommes sur la partie enseignement. Effectivement, c'est pour cette raison que je voulais donc dire, Hubert Etundi, que les Camerounais devraient beaucoup plus se concentrer dans le développement du pays. Regardez dans les pays qui se respectent, les pays que nous avons décidé de respecter, même si ces pays par moments ne sont pas respectables parce que leur démocratie n'étant pas un modèle. Vous voyez un type comme Donald Trump qui décide d'arriver de postuler à la tête de l'État, américain. Il arrive, il a déjà ses moyens. Tout ce qui se passe là, c'est un problème de pauvreté, c'est la précarité. Les candidats qui arrivent, beaucoup viennent là pour s'enrichir. Ils viennent pour se servir et non servir la population. Et on peut donc convoquer là une position d'imposture et même de forfaiture. Cherchons d'abord les moyens de notre politique. Pourquoi le Maurice Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures qu'on demande sur le plan national si jamais partait avec le MRC? Parce que Maurice Kamto vous dira qu'il n'a pas l'argent à donner aux gens. Vous pensez que s'il arrive, c'est un peu comme quand vous vendez votre terrain, Hubert et tout dit. On vous dit les riverains doivent être signataires dans ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez que vous êtes obligé de leur donner une commission. Alors, si lui aussi il avait autant d'argent, il aurait pu avoir ces signatures, ces 300 signatures qu'on demande. Mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas assez d'argent. D'ailleurs, vous avez vu qu'en 2018, il a dit qu'il s'en va à l'élection comme ça. Et maintenant, en 2025, il appelle à la collecte des fonds. Ça veut dire qu'il manque les moyens. Pourtant, les 42 millions auraient pu servir à développer une activité agro-pastorale qui devrait donc générer des argents et peut-être donner la possibilité, plus d'avantages à certains leaders à certains leaders politiques de pouvoir se positionner avec les moyens de la politique. Et c'est pour cette raison qu'ils convoquent toujours l'hypothèse que le parti au pouvoir utilise l'argent du contribuable. Mais que non, il n'utilise pas l'argent du contribuable. La politique est essentiellement basée sur les intérêts. Vous voyez, tous les opérateurs économiques au Cameroun sont derrière le parti au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leurs intérêts. Et ce sont eux qui cotisent des argents pour que le parti au pouvoir aille bâtir campagne. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé après l'élection 2018 à l'ouest du Cameroun, avant l'élection de 2020. Et il y a eu une grande réunion de l'élite de la région de l'ouest. Une réunion qu'a pris par le professeur Kamto. Est-ce que vous vous êtes questionné sur l'issue de cette réunion? Pourquoi au sortir de cette réunion, Kamto vient dire que le MRC ne va pas aux élections législatives et municipales de 2020? On peut rappeler à votre suite que le RDPC avait cassé le front dans cette partie-là, excepté le NUN de l'Ouest. Donc c'était les opérateurs, peut-être ils étaient en danger. Vous continuez. Voilà. C'est pour cette raison que je disais donc que les Camerounais devraient davantage se concentrer à ce qu'on développe notre pays avant de commencer à dire qu'on va vivre un véritable géopolitique. Moi, ma lecture est telle que je veux continuer à décevoir Dr Linjouam et Dr Ben Jonas qui est sur le plateau. Oui. Voilà, qui pense qu'on devrait faire les bisous
bisous sur la bouche des gens. Non, dans aucun pays on ne fait les bisous. Vous aimez les bisous, hein? La première décision de Donald Trump aux États-Unis était de dégager sur tous les plans, et d'ailleurs, pas seulement lui, même Joe Biden, lorsqu'il est arrivé, il fallait qu'il écarte tout ce qui était Donald Trump autour de la présidentielle. C'est comme ça que ça se passe. Or, lorsque vous avez les moyens de votre politique, vous n'avez pas assez de problèmes. Vous avez vu comment Donald Trump a été obligé de convoquer l'aide stratégique et financière de Elon Musk aux États-Unis pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Lorsqu'on arrive ici, on se met, et c'est pour cette raison qu'on a toujours dit à l'opposition de s'asseoir et de former une coalition. Ce qui est le temps plus difficile. La preuve en est qu'on se retrouve aujourd'hui avec l'UPC qui a plus de 2 candidats, je pense qu'ils étaient 3 au départ. On se retrouve, le Manidem qui a 2 candidats. Vous n'arrivez pas à trouver un consensus commun et vous voulez diriger le Cameroun. Non, je pense que les Camerounais devraient davantage se concentrer sur lui. Oui, merci. Donc, vous chutez, devez se concentrer, oui. Oui, les Camerounais devraient se concentrer à développer le pays. Je pense qu'on ne va jamais refuser à ce que Hubert Etoudi, qui est en train de vouloir développer son village, et puis on vous refuse de développer ce village sous prétexte que vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Au concret, ils viendront même vous courtiser. Quand vous avez ce genre d'idées et que vous avez les moyens de votre politique pour un départ, venez donc être avec nous et puis on va travailler. Sinon, on va toujours jouer, on va toujours rester à ce jeu. Et je m'inscris en droite ligne de ce que Aimé Césaire Dambo disait. Si un seul, je sors par là, un seul de ces leaders politiques se retrouvait à Etoudi au soir du 12 octobre 2025, je pense qu'il marquera les lois de cette république telles qu'elles sont là, sans toutefois les changer, pour que lui continue à être un peu plus longtemps possible au perchoir du Cameroun. Merci. Amadou Tidjani, vous êtes avec nous. Je repose ma question. Elle reste la même parce que l'imbroglio, tout le débat se trouve à ce niveau. Faut-il sacrifier le droit à l'autel de la politique ou la politique à l'autel du droit? I think it's very, very clear. The law is harsh, but it's the law. Yes, that is why in every nation, what takes us ahead is the law. If we respect the law, then at least we are going to be considered as one of the countries that follow the true aspect of democracy. That is why I am very, very, very happy with the chairboard, with the board chair of elections Cameroon, because he's somebody who is very, very good, who is very serious as far as rigor and moralization is concerned. I am saying this because he's somebody, Dr. Eno Abraham Egbe, is somebody that I know very well. He has been the senior divisional officer, that is what you call prefect in Menchum division for about 5 years. So he's somebody who really practices rigor and moralization. So we cannot favor other issues that goes against the law. Yes, it's very, very impossible. We follow the law. Vous êtes Amadou Tidjani. Vous êtes en train de dire que la loi a été respectée dans les décisions qui ont été rendues. Yes, because when you follow what Caesar talks in the plateau, you discover that most of the political parties, they have what we call internal wranglings, they have what we call internal problems. There is already fire in the house, and you did not even try to stop the fire in the house, then you go in to stop fire in the street or somewhere in town. So it's very, very impossible for them. So the law has said it is very clear. The electoral has put it in law. Now it is left for those that are going to file in their protest at the level of the Constitutional Council, in which they have been given 48 hours. That is why I told you about the rigor and moralization of Dr. Eno Abraham Egbe, because what Dr. Eno Abraham Egbe is doing as the chairboard of Elecam and his executive is the same thing that Eno Abraham did in Mental Division when he was the senior divisional officer. I tell you, I will come back to the topic where to tell you, to be frank as a reporter, there have never been a serious opposition in Cameroon since the early... Comment vous
vous dites ça? Comment vous dites ça? Vous dites ça comment? Alors que Maurice Kamto rassemble les foules. No, it is not because he carries out the full. Politics is not an exact science. Yes, it's not because you are gathering full that makes you to the serious opposition. You make mention of something on the eve of the municipal and legislative elections of the year 2020. What makes Maurice Kamto not to be part of the race of the municipal and legislative elections? It shows you that there is no serious opposition party in Cameroon, because most of these opposition parties, they have come into creation in order to have their daily bread and favor a particular political party in governance. So you see that there is no serious political party. Alors, Amadou Tidjani, Dr Ndiabana dit formellement Maurice Kamto joue le jeu du RDPC. Quelle est votre position par rapport à cela? Puisque vous dites que l'opposition n'est pas sérieuse. Est-ce que ce que Dr Ndiabana dit là, est-ce que c'est vérifiable? It's very, very true, because most of these political parties, not only Maurice Kamto, because on the eve of these elections, Maurice Kamto had a meeting with the elites of the West region here. Yes, on the eve of the municipal and legislative elections year 2020. And you know, it will be very clear that most of these elites, why not all, are behind the Cameroon People's Democratic Movement. As an opposition leader, you have a meeting with those that are in the party that is ruling. What do you expect from that type of opposition leader? So that's why I am not speaking with water in my mouth. Ah, donc il a fait une réunion avec tous les leaders du RDPC de l'Ouest, c'est ça? It is very, very evident, because even Maurice Kamto, even the Social Democratic Front that Dr. Abana do make mention in the platform there, during the senatorial elections, you have seen where the CPDM have to vote at the Social Democratic, not only in the West region, but even in the Adamawa region. Those two regions, the CPDM people voted SDF to show you that there is no serious opposition party in Cameroon. Coming back to the 1990s, when there was an electoral fraud, when Niger Frodi wanted to retaliate with violence, actually I should do make mention of something that it is hungry, that they should look for something and give him. And after something entered Niger Frodi, you realize that everything went on smoothly. I look at the elections of 1997 of 2007, and you see that on the eve of elections, you see political parties trying to refuse their candidates that will not be part of that candidate, because they are playing what we call the hide and see in politics. So it's very, very difficult for the opposition, because they don't have that collective feelings for Cameroonians, because if they have that collective feelings for Cameroonians, you see that most of these opposition parties, they could have come together. Look at the country, when you see, to be taken for the case, a country with 30 million inhabitants, about 82 candidates people filing their files at the level of the elections. 82. Yes, and today we have about 11. Look at like a country like Nigeria, a country with above 100 million people going in for a serious election. Today we have 4 political parties, 1, 2, 3 or 4 political parties that go in. That is, it shows you the seriousness that these opposition parties are going in. And our previous speaker, Etuni, do make mention of something very, very important. That is poverty. Yes, poverty is really in the minds of our opposition leaders. Because if these opposition leaders were wealthy enough, it would have been very, very possible for them to have that collective mind. But most of them, Etuni, most of them are coming here to have their daily bread in order to favor the political party that they think that can give them their daily bread. You see that most of this opposition now, they don't have Cameroonians in their mind. They don't have that idea that they will be working for development. So I think there has never been a serious opposition in Cameroon. That is why there has never been any serious competitive municipal, presidential or whatsoever election. Okay. I think it would be very difficult
Merci. Alors, docteur Linjom, il semble qu'on vous considère ici comme quelqu'un qui veut tuer le droit pour la politique. Vous êtes en train de sacrifier, vouloir qu'on sacrifie le droit, la règle du droit, de la justice, de la vérité pour la politique. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous trouvez que c'est la politique qui doit primer sur le droit ou le droit sur la politique? Ce que tu me dis, c'est assez préoccupant. Le droit, faisant du droit. Nous sommes à la croisée des chemins à un moment où il faudrait, ce sont les institutions qui rédigent les lois, qui font le droit. Oui. Et dans ce contexte-là, le politique peut faire des concessions lorsque les questions de paix, de stabilité, d'unité nationale se posent. Parce que ce que nous oublions, c'est cette rigidité du droit, c'est-à-dire cette conception assez rigide du droit qui a créé des tensions dans le dessous. Parce qu'à un certain moment, il faut se remettre, le politique doit remettre ses outils et essayer de voir, de lire le contexte social pour savoir quel droit appliquer. Le droit n'est pas, on n'applique pas les droits aveuglement, on applique les droits pour le bien de la société et non pour le droit. Parce que ceux qui appliquent le droit pour le droit finissent par nous sanctionner dans des guerres inutiles. Ce qui revient à dire que on peut se retrouver dans des situations où il faut remettre en question certaines dispositions juridiques pour trouver le consensus. À ce moment-là, ce n'est plus simplement le droit qu'on applique, c'est le respect du droit de tout un chacun, malgré les différences, malgré les lacunes, qui est prise en compte. Et parce que nous avons le souci de la construction de cette nation, a souligné mon frère Marga, nous avons le souci de la construction de cette nation. Et pour nous, on ne construit pas une nation seulement avec le droit. Tant qu'il n'y a pas de souplesse, tant qu'il n'y a pas une certaine souplesse des individus, alors on ne voit pas vers un mur. Mais lorsqu'on réalise qu'il fallait remettre nos destins en question. Oui, des petits soucis de connexion avec la ligne de Dr Linjom. On va certainement revenir vers lui. Alors, je vous propose de prendre cette transition parce que nous allons revenir derrière pour nous poser la question. Alors, quand on a dit tout ceci, on va vers quelle élection? À tout de suite. Prenons cette transition. On n'avait non pas terminé avec Dr Linjom. Dr Linjom, vous étiez en train de dire que je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire, parce que beaucoup estiment que vous voulez sacrifier le droit sur l'autel de la politique. C'est-à-dire que ça pourrait même être un droit à géométrie variable et selon des situations, et chacun risquera de demander sa part. Encore. Oui, j'étais le disant qu'on ne peut pas, c'est le politique qui élabore les lois.
c'est le politique qui est d'abord le droit. Et le droit s'applique dans un champ politique bien défini. La rigidité des droits ou la rigidité de ceux qui appliquent la loi, a tendance à nous conduire vers des murs. Et lorsqu'on fonce vers un mur, il y a clash, il y a désordre. Alors là, décidément, la ligne... Nous ne préparons pas cette période maintenant. Allô? Oui, votre ligne a beaucoup de soucis. Je ne sais pas, allez-y. Vous dites qu'il y a clash, on peut aller vers le mur. Oui, on peut aller vers le mur, puisque si nous voulons appliquer le droit tel quel, sans fléchir, sans y mettre des barrières qui pourraient nous éviter certains chocs post-électoraux, les chocs post-électoraux, alors il y a de fortes chances que nous nous dirigeons vers le mur. Merci. Alors, On ne peut pas dans l'application la ligne n'est pas bonne, donc on va certainement reprendre Dr Linjom. On revient d'abord sur ce plateau. Alors, sur ce plateau, on commence donc avec vous, Dr Ben Jonas. Vous avez suivi David Mbala, qui estime que lui, les droits dans ses bottes, que c'est le droit qui doit être appliqué et que on ne peut pas sacrifier le droit sur l'autel de la politique. Mais maintenant, on se pose la question de savoir si nous trouvons dans ce dilemme-là et dans ce qui apparaît comme un imbroglio pour certains, inacceptable pour d'autres, on va vers quel type d'élection pour vous, un sociopolitique? Merci, monsieur Hubert, de me relancer là-dessus. Je commencerai par répondre en discutant au bout du fil, en lui disant que si le droit primait, qu'il se réfère à l'article 66 de la Constitution, pour comprendre que le droit est un instrument. Le droit est un instrument du politique, oui, et de l'ensemble des acteurs justement qui détiennent le pouvoir. Le droit est un instrument. Le droit est un outil d'encadrement. Une fois que cela est dit, je le renvoie encore. Le droit est un instrument, le droit est un outil d'encadrement. Effectivement, une fois je renvoie. Mais est-ce pour cela qu'on devrait le violer et le bafouer? Mais j'ai traité le cas, je suis hors perception de ceux qui pensent que le débat doit être focalisé sur les individus. Oui. Je parle des idées et des organisations. Je voudrais qu'on en reste là. Bien évidemment. Ma perspective d'analyse va sur l'organisation Manidem. Oui. Et sur justement le respect de la réglementation. Oui. Le ministre a pris un acte réglementaire, oui, qui doit aussi être respecté. Et vous estimez que cet acte réglementaire a été violé? Violé, bien évidemment. Est-ce que cela veut dire qu'on a sacrifié le droit lorsqu'on le dit? Non. On demande simplement que ce droit aussi soit respecté et en cohérence avec les actions de l'administration. Une fois que cela est dit, j'aimerais dire à mon co-discutant du film que entre le droit et la politique, c'est deux océans. Entre le droit et la politique, c'est deux océans. Évidemment, au milieu. Et chaque océan a ses caïmans. Effectivement. Et les caïmans sont différents. Effectivement. Et c'est le politique en tant qu'acteur qui régule ces océans. C'est-à-dire, voilà, on arrive à un autre point très sérieux de cette affaire. Il y a un jeu d'équilibre qui doit se jouer. Le niveau d'eau ne doit pas déborder de l'autre côté. Cette stabilité, justement, fait dans... Attendez, pour que nos téléspectateurs comprennent très bien. Oui. La politique et le droit sont deux océans. Chaque océan a ses caïmans. Moi, j'ai ajouté. Et maintenant, vous dites que, mais pourtant, c'est le politique qui doit gérer l'équilibre. Effectivement, c'est le politique qui est censé garantir l'équilibre. Et au niveau de ces océans se trouve un concept particulier sur de l'éthique et de l'équité. Voilà. L'équité voudrait que
Je vais prendre un cas de figure. Si nous guettons au travers d'une fenêtre et que je suis plus grand de taille que vous, on vous donne un banc qui vous permet d'arriver à ma hauteur pour que nous voyions la même chose. La même chose. C'est l'équité. Chose qui est différente avec la justice, qui donne en fonction de ce que chacun mérite. Et maintenant, dans cet océan, justement, donc... On vous prête une taille. Effectivement. Alors que vous n'avez pas la taille pour qu'il y ait équité. Et c'est justement ça le jeu du politique. Ça veut dire, en politique, on n'applique pas le droit de manière rigide. On le rend flexible en fonction des circonstances et des contextes. Ah, vous validez encore l'idée de Dr Lidjom. Pas l'idée, son argument. Bien évidemment. Mais David Mbala voudrait battre sans brèche. Non, David Mbala ne comprend pas ce qui se joue en politique. Comment ça? Je suis désolé de dire ça comme ça. Il fait des analyses qui sont pertinentes, mais lorsqu'il s'agit des jeux politiques, il ne comprend pas grand-chose pour le moment. Ce qui se joue en politique, ce sont des équilibres sociaux. Ce n'est pas le droit. Si on appliquait le droit, on aurait un déséquilibre régional au Cameroun en termes de développement et en termes de lutte qui ne dit pas son nom. Mais c'est justement parce que le politique est au milieu et régule ces différents équilibres-là qu'on est à cette situation-là. Pourquoi je suis d'accord avec mon copanéliste. Il faut que le droit soit appliqué, oui, mais qu'on tienne compte des spécificités-là. Il ne faudrait pas qu'on crée des tensions avec des outils qui sont pourtant très clairs et qui ne vont servir à rien si ce n'est qu'à détruire. Là, nous quittons vraiment la perspective des candidats, on rentre dans ce que le confrère a dit en termes de moyens. Oui, ça c'est une question très pertinente aujourd'hui en matière de politique, mais dire que les Camerounais sont immatures politiquement, qu'ils ne sont pas encore prêts, je dis c'est faux. Il y a encore une velléité de concentration du pouvoir qui anime encore les Camerounais. Oui, chacun veut être au poste du chef de l'État, ça c'est une question. Mais maintenant qu'on se réorganise, que les individus parviennent à se réorganiser en termes de moyens de la politique, voilà le vrai débat et voilà la vraie question. Il faudrait que les uns et les autres parviennent à mettre les moyens ensemble pour justement peser sur le plan politique et aller aux élections sans avoir besoin de tendre la main. Ça c'est une autre chose. Parce que le camp en face que ce soit... Mais M. Mbala a évoqué ça. Mais M. Mbala fait comprendre justement que M. Bala, parce que le nom c'est Bala, fait comprendre que le parti au pouvoir, ou bien ceux qui détiennent les manettes du pouvoir, ne n'usent pas des fonds des contribuables camerounais. Je dirais que c'est faux. Il n'y a aucun parti politique qui dispose de véhicules CA pour aller dans les bars de campagne avec. Ça, c'est une autre question. Et tous les acteurs politiques le feront et le feront chaque fois qu'ils sont. Ok, merci. Au Cameroun, que ce soit ailleurs ou dans d'autres démocraties, ça se fait. Ça, c'est une autre question. Mais maintenant, vers quelle élection? Vers quelle élection? Avec tout ce que nous venons de mettre sur la table. Évidemment, avec tout ce qui vient d'être. Parce qu'on vient en semaine avec le contentieux préélectoral. Effectivement, avec tout ce qui vient d'être dit, nous partons vers une élection qui n'amènera pas vraiment de grands changements. Comment ça? Nous partons vers une élection qui va aboutir à une continuité. Mais si le front des opposants, là, les 12 font front, ça ne peut pas, peut pas arriver? Je veux prendre le cas de ce jeune qui, par exemple, fait figure des jeunes dans les candidats retenus. Je parle d'Iram. Il a dit un truc lors de son interview qui sait qu'en partant à ces élections, qu'elles ne seront pas transparentes. Il l'a dit. Et justement, pour répondre à notre question, c'est que la continuité a été préparée depuis. C'est-à-dire? Ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas du président de M. Biya. Le RDPT... Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un parti politique qui peut voir à sa tête des hommes défiler, des hommes prendre les commandes et passer la main à d'autres. Ce qui se joue au niveau du RDPC aujourd'hui est de savoir est-ce que nous sommes prêts à faire en sorte que le parti survive à l'ombre. Au-delà de ce qu'on... Vous avez l'impression que c'est le contraire? J'ai comme l'impression que les gens pensent que ça sera le contraire. Parce que d'aucuns pensent que si demain M. Biya n'est pas là, que le RDPC est fini. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais nous devons aller dans une perspective où le parti suivi... On a vu le PDG au Gabon survivre malgré tout. Bien évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. Et ça sera la continuité. Ça sera la continuité s'il n'y aura pas de rupture dans ce sens-là. Et nous allons vers cette élection où nous savons déjà que le parti au pouvoir, au regard de sa structuration et des moyens mis en œuvre, est prêt à remplir pour un autre. Mais est-ce que ce n'est pas hâtif ça de le dire? Ce n'est pas hâtif au regard de ce qui est mis sur le terrain, au regard du travail fait. Qu'on le veuille ou pas, le RDPC a réussi à devenir ce que les gens appellent aujourd'hui une seconde religion au Cameroun.
chacun d'entre Et comment vous pensez qu'après, il va s'effriter directement? Je parle d'effritement au niveau justement des hommes. Ce qu'on n'a pas encore compris dans le contexte politique camerounais, c'est que l'idée ne meurt pas. Il ne faudrait pas qu'on accroche l'idée sur les hommes. L'idée, elle est libre, elle est indépendante et elle peut être utilisée sur tous les cieux. C'est-à-dire que l'idée que vous avez de développer votre localité peut être utilisée en France, aux États-Unis ou ailleurs. Ouais. Si on a compris cela, on va se focaliser sur ce qu'il y a de bon dans ce parti pour que les gens contextent ça. Tout à fait. Et travailler en sorte pour que là où le travail a été arrêté, qu'on puisse reprendre là et faire ce qui a été bien et continuer à parfaire justement cette histoire. Merci. On va revenir à Aimé Césaire Dambo, à Dr Diabana, parce qu'on va vers la fin. Allons d'abord poser cette question à nos panélistes en ligne. Ils sont trois. Alors, Monsieur David Roger Bala, pour vous, on va vers quel type d'élection, quelle configuration, quelles attentes, quelles perspectives? Merci Hubert Etundi pour cette parole que vous me passez une fois de plus. Permettez-moi, avant de répondre à vos questions, de rassurer le politologue sur le plateau que j'ai été attaché parlementaire d'un député de la nation. Alors, si vous connaissez donc la mission d'un attaché parlementaire, vous comprendrez que quand je dis des choses, je ne dis pas des choses que je suis en train de penser à distance. Je dis des choses que j'ai vécues et je vous fais une lecture crue de la politique sur le terrain. La différence entre un politologue et un politicien est que le politologue reste beaucoup plus sur la pédagogie, mais le politicien est pragmatique. Il faut aller sur le terrain. Donc, et puis vous faites bien de dire que j'ai des arguments pertinents. Je ne peux donc pas avoir des arguments pertinents et en même temps ne comprenant rien. C'est un paradoxe. Quand je dis avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, monsieur le politologue, je dirais donc à Hubert Etundi que nous partons dans une élection apaisée. Ah, une élection apaisée. Bon, je vous ai dit. Attendez, monsieur Bala, je vous relance. Monsieur Bala, je vous relance. Oui. Une élection vraiment apaisée? Je dis bien que nous allons donc vers une élection apaisée. Ok. Je m'explique. Oui. Vous avez vu lorsque le candidat, que certains pensent, quelqu'un l'a dit sur le plateau tout à l'heure, que Maurice Kamto faisait peur au parti au pouvoir. Non. C'est même le parti au pouvoir qui va sauver Maurice Kamto. Pour vous rassurer. Parce que je le disais encore, une fois de plus, il a pris tellement d'engagement qu'il n'a jamais respecté. Il est tout le temps en train de décevoir même ses militants. Vous savez, il y a beaucoup de ces militants il a encore perdu beaucoup de ses militants lorsqu'il a démissionné de la manière qu'il a faite au sein de sa formation politique où il officiait jusque-là comme président national de cette formation politique. Donc, c'est même le parti au pouvoir qui va le sauver. Quand je l'ai dit, je voudrais davantage m'appesantir sur l'apaisement, tel que je suis en train de dire. Oui. Permettez-moi la tautologie. Les Camerounais sont de plus en plus conscients du fait que la notion de paix reste donc ce catalyseur de développement, ce catalyseur de vie paisible, ce catalyseur de cohésion sociale et même de vivre ensemble qu'on a que de scander. Parce que je vous assure, Hubert Etundi, si le Cameroun était dans une crise ou alors sombrait dans une crise civile, je pense qu'on ne serait pas en train d'échanger tel que nous sommes en train d'échanger là. Alors tout le monde, et c'est pour cette raison que j'ai aimé la sortie de Anissé Kane. Lorsqu'on a recalé, n'est-ce pas, son candidat, il a appelé ses militants à l'apaisement, il a appelé ses militants au respect de la loi, il a appelé ses militants au respect des institutions. Et voilà un premier jet de cette élection qui va vers l'apaisement que je suis en train de dire. Alors, dès qu'on aura dans cette élection, on va donc mieux se concentrer. Ça permettra qu'on puisse mieux affûter les armes. Parce que Hubert Etundi. Vous allez sortir on va sortir par là parce que le temps qui nous est imparti en train de partir, oui.
Oui, les Camerounais concentrent autant d'énergie à l'élection présidentielle. Vous verrez, il n'y aura pas autant d'engouement à l'élection législative. Voilà les véritables élections. Les élections qui vont donc en droite ligne avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le développement dont les Camerounais devront beaucoup plus capitaliser, au lieu d'aller, je continue à le dire, on n'a pas encore cette maturité. La preuve en est que lorsqu'on présente les faits, on dit le droit. Dieu merci, nous avions un expert en droit sur le plateau qui a également si bien expliqué ce que j'étais en train de dire, qu'on ne peut pas dissocier le droit du politique dans le cas d'espèce. Puisqu'il dit que c'est le politique qui manipule dans le droit, est-ce que c'est possible qu'on le dissocie? Lorsqu'on dit le droit, il y aura toujours des regrets, il y aura toujours des revendications, c'est pour ces raisons que merci. Donc nous ne sommes pas encore prêts à faire cette véritable politique que les Camerounais convoquent en s'appuyant sur d'autres pays. Merci. Il faut d'abord chercher à développer le pays. Il faut que les politiciens soient financièrement assis. Tant que vous n'aviez pas les moyens de votre politique, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et puis je sors par là. Oui. Effectivement, Hubert Etundi, lorsque mon copanéliste, le politologue, dit qu'on n'a jamais, aucun parti politique n'a de véhicule CA, je suis d'accord avec lui, je suis pleinement d'accord. Mais je voudrais que le politologue me démontre soit un ministre, soit un délégué du comité central qui est allé battre campagne avec un véhicule CA. C'est des personnes qui veulent également montrer dans leur village. Peut-être qu'il est sous-directeur ou directeur, ou alors, et il n'a pas le poids, il n'a pas d'épaisseur politique, même dans son département, même dans sa commune. C'est eux qui peuvent circuler de temps à autre avec les véhicules CA. Merci. Ceux qui portent l'image du parti. Lorsqu'ils descendent sur le terrain, je pense que ça va être des véhicules personnels. Parce qu'on a mobilisé des argents. Moi, j'ai vu des levées de fonds qui se passaient lorsqu'il y a une campagne telle qu'elle se présente là. Dans chaque département, vous allez voir que les élites vont se mobiliser pour lever des fonds afin d'aller battre cette campagne-là et de gagner. L'opposition camerounaise gagnerait à mieux s'organiser avant de se relancer une fois de plus. Vous pensez, malheureusement, que... Vous ne sortez toujours pas. Lorsqu'on a évoqué les coalitions à un moment donné, mais que non, on revient encore sur la case de départ. Merci. Qui devrait encore beaucoup plus travailler avant de se lancer une fois de plus. Merci, M. Césaire Dambo. Vers quelle élection? On a 2 minutes pour partir de cette émission. Non, ceux qui veulent dire une chose et son contraire n'a qu'à le dire. Lorsqu'on conseille quelqu'un longtemps et que la personne ne veut rien bien comprendre, bien rien piger, on prend la personne. S'il y a des personnes qui pensent... Ça, c'est déjà compris, mais vers quelle élection maintenant? Oui, je leur dis ça, je leur dis là où on est allé. Je leur dis donc que, comme ils ont opté, oui, que si la candidature du frère du village oui, ne passe pas, ils vont embraser le Cameroun. ah, La route est libre. Ça, c'est ce que je leur dis. oui. Maintenant, je veux vous rassurer une chose, c'est que des personnes ne peuvent pas être debout. Je suis parmi ces personnes. Oui. Et des personnes prennent en otage le Cameroun au nom d'une personne qui appartient à un village. Merci. Le Cameroun est donc debout et l'État est debout. Merci, Aimé Césaire Dambo. Docteur Lordji Abana, on sort définitivement de cette émission. Le temps qui nous est imparti, on ne peut plus aller vers Amadou Tidjani et Dr Lidjom. Vers quelle élection? J'espère que ça serait la meilleure de toutes les élections au Cameroun. Ah. Parce que quand vous regardez les 13 qui sont retenus, oui, je dis les 13, parce que son excellent congrès camerounais, oui, les 13 représentent les 10 régions. ah. Les 13 représentent valablement les 10 régions. On a un P, on a le parti de Jean Jacquin qui représente le littoral. Oui. Oui. On a Cabral Rubé qui représente déjà un parti du sud, oui, parce qu'il y a les Bassas dans le sud, etc. Et un peu dans le littoral. C'est des parenthèses. On a le Grand Nord qui est représenté. Je dis bien, les 13 qui sont sur la ligne représentent les 10 régions. Maintenant, ce que nous attendons d'eux, oui, c'est que les 12 doivent faire un cas. les 11 ou les 12?
Ah oui, les 12, ok, les 12. Les 12 opposants doivent faire un camp. Ok. Ce que vous défendez depuis une semaine, 2 semaines aujourd'hui. S'ils ne font pas comme ça, ils ont déjà perdu les élections. Parce que, oui, s'ils font un camp, écoutez bien, s'ils font un camp, ils peuvent basculer. Parce que ne disons pas toujours que le RDPC peut gagner. Tout à fait. S'ils font un camp, les choses peuvent basculer. Parce que ne disons pas toujours que le RDPC maîtrise la machine. Ça, c'est les peureux, les gens racontent n'importe quoi. Et les gens ont tendance à dire que le RDPC, je vous dis à haute intelligence, quand il y a élection présidentielle, c'est chaque équipe qui contribue, le RDPC non pas l'argent. Vous contribuez pour faire les élections, vous contribuez pour la campagne, pour le résultat. Le RDPC ne donne plus l'argent que prend l'argent. Non. Il faut que les gens sachent ça. Puisque c'est chaque élite qui veut gagner, qui veut rester dans le pouvoir. Tout à fait. Tu dois sortir l'argent pour négocier avec tes militants pour qu'ils prennent le RDPC. Même aux élections municipales et législatives, le RDPC n'a pas 5 plans. C'est chaque candidat, quand on dit la caution c'est 50 000 pour les élections municipales, c'est toi qui fais ton dossier et tu veux baisser de 50 000. Quand vous gagnez la mairie, vous gérez la mairie. Le RDPC ne donne pas de l'argent, il faut que les gens fassent cette bouche que le RDPC donne l'argent pour la campagne, le RDPC ne donne pas 1 centime pour la campagne. Quand les élus arrivent, et les boîtes de sardines et les 1000 francs qu'on veut vous donner, c'est vos élites qui vous ont abandonné. Pendant les élections, ils viennent vous donner, vous mangez le riz comme si on n'avait jamais mangé. Je m'arrête à ce niveau. Merci. Alors, merci. On est arrivé au terme de cette édition du débat républicain de ce dimanche. Avec cette question prospective et perspective, vers quelle élection? On a compris, élection apaisée, la plus meilleure des élections. Mais avec cette urgence-là, un front commun avec les 12. Si ce front commun n'est pas là, ils partent vers un échec face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Madame, salut, monsieur, bonsoir. C'était un plaisir d'avoir Dr Ben Jonas, sociopolitiste, je crois, politologue, avec CG tout à l'heure, avec monsieur David Roger Bala. Merci, merci aussi à monsieur David Roger Bala, qui a été un attaché parlementaire, dont il n'est pas novice en politique. Merci à Dr Lidjon, merci à Amadou Tidani, merci à vous, Aimé Césaire Dambo, merci à vous-même, Dr Lordji Abana, merci à la technique qui nous a permis de réaliser cette émission, merci à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que pour l'émission de demain, route vers l'élection présidentielle, le candidat du PURS, Serge Espoir Matomba sera probablement avec nous sur ce plateau. Vous êtes appelés à intervenir car il est question d'une émission interactive, c'est-à-dire le déroulé du programme politique et de la vision politique. Cette invitation est déjà confirmée, à moins d'un imprévu le dernier serait là, même s'il n'est pas là, un représentant sera sur ce plateau. Madame, salut, monsieur, bonsoir.